Je vous ai posé il y a quelques jours la question pour savoir sur quel club vous vouliez que l'épisode numéro 4 des pires recrutements porte, donc après Chelsea, l'Olympique Lyonnais, le Barça, et vous avez voté assez majoritairement pour le PSG, donc on y va, on s'y colle, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Une série que j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça vraiment assez cool. En plus, ça a l'air de vous plaire parce qu'à chaque fois, ça fait plutôt des bons résultats. Donc on continue et on va enchaîner, comme vous l'avez demandé, sur le PSG. Je vais faire deux petites précisions juste avant d'entrer dans le vif du sujet. Il n'y aura pas les joueurs actuels ni les joueurs prêtés. Donc il n'y aura pas de Draxler, il n'y aura pas de Icardi, de Kurzawa pour ne citer que. Voilà, quand je fais les épisodes en général, je parle pas des joueurs qui appartiennent encore officiellement au club. Enfin, je crois que Kurzawa appartient encore au club, n'hésitez pas à me corriger, mais voilà. Et je ne parle pas non plus du coup des joueurs qui sont encore au club ou qui jouent dans le club. Donc il n'y aura pas de Neymar ou de Messi pour ceux qui les considèrent comme des flops, ou il n'y aura pas non plus de Renato Sanchez, de Carlos Soler ou de Ekitike, donc plus c'est leur première année, donc on ne sait jamais. Ça peut toujours remonter, même si on a un peu de doute, mais pourquoi pas. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas surtout à vous abonner. Hein. Encore merci pour la vidéo sur Ozil et sur la vidéo sur un seul but en équipe de France. Ça a vraiment bien marché. Mais je vois qu'il y a vraiment un gros pourcentage de gens qui regardent et qui sont pas abonnés. Donc franchement, n'hésitez pas si le contenu vous plaît. Si vous découvrez la chaîne, simplement que cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Ou si vous êtes un spectateur régulier et que voilà, vous n'êtes pas forcément abonné, faites-le. Hein. Ça porte vraiment pour le développement. L'objectif là, c'est les 7000 abonnés assez rapidement. On a atteint les 6500 là, donc merci à vous. L'objectif c'est les 7000, on va se dire d'ici 10 jours. Hein. Et voilà, on va essayer de grandir petit à petit. En tout cas, vraiment merci pour le soutien, vraiment merci pour le nombre de vues. N'hésitez pas à liker également si ça vous plaît. Et c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai oublié de préciser, mais je vais en citer que 20, car comme m'a dit un abonné sur le sondage, effectivement, la vidéo pourrait durer 3 heures. Donc j'ai fait qu'une sélection de 20, mais effectivement, il pourrait y en avoir d'autres. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Après une redescence lors de la saison 2015-2016 du côté de l'OGC Nice, sous Claude Puel, où il a vraiment été énorme, franchement on a vu peut-être la meilleure version d'Hatem Ben Arfa, il était tout simplement bluffant et on se disait qu'enfin on allait avoir le droit à l'éclosion d'Hatem Ben Arfa. Ça lui a d'ailleurs valu quelques appels de Didier Deschamps en équipe de France. Hatem Ben Arfa est recruté par le PSG qui est son énième club de cœur, et c'est vrai que le mariage pouvait peut-être paraître bon pour certains, mais on avait quand même un peu de doute car même si Ben Arfa était vraiment resplendissant dans cette équipe de Nice, on sait que c'est un personnage qui est quand même assez difficile à gérer, et on se disait que s'il se retrouvait, voilà, à jouer pas les premiers rôles dans un club, ça pourrait être compliqué, et c'est exactement ce qui s'est passé. Unai Emery ne comptait pas vraiment sur lui, même s'il arrêtait pas de dire que c'était un bon joueur, le fameux Hatem, on se rappelle très bien de cette prononciation d'Unai Emery. Et il expliquait d'ailleurs avec la concurrence, avec les bouteilles d'eau, je trouve que ça a été on s'est un peu trop moqué d'Unai Emery, alors qu'au final, il avait tout à fait raison. Mais bon, vu qu'il avait une prononciation un peu, on va dire, drôle, même si c'était pas forcément drôle, on se moquait plus de lui que de son analyse, mais au final, quand on l'écoute, a été vrai. Bref, passons sur le sujet. Et Ben Arfa, ça a été plus que compliqué, et en plus, il y a eu cette fameuse vidéo qui a servi de miniature pour cette vidéo où, franchement, c'était complètement fou. Enfin, vraiment, là, le voir sur la plage et tout, enfin, le voir courir, s'entraîner, enfin, c'est n'importe quoi. On a su également qu'il avait directement parlé à l'émir quand il est venu en déplacement au PSG pour lui dire « Je comprends pas pourquoi vous m'avez acheté », chose qui n'a pas du tout plu à Nasser. Il a été placardisé et je pense que ce transfert a malheureusement marqué la fin de l'histoire de Hatem Ben Arfa. On pourrait en faire une vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse de Hatem Ben Arfa. Et là on est en avril 2023, son dernier match a été joué je crois en fin février ou début mars 2022, ou peut-être un peu plus tard, mais je crois que c'était début mars 2022 au LOSC, où il a clairement dit à Gourvenec que voilà, il entraînait pas Guingamp et qu'il entraînait Lille et qu'il fallait proposer du jeu. Bon là-dessus il avait pas tort. Mais ouais, franchement Ben Arfa, un gros gâchis et un gros flop du PSG. Je vais passer assez vite sur les deux joueurs parce qu'on en a parlé dans l'épisode des pires brésiliens où d'ailleurs la vidéo avait vraiment très bien marché, merci à vous. Et on va parler du coup de Everton et Sousa rapidement. Donc Everton qui avait joué qu'un seul match avec la sélection, Sousa qui en avait joué 17 mais les deux ont marqué 0 but. Sousa a peut-être un peu plus apporté mais franchement c'était très compliqué. Everton avait eu le droit quand même à ce surnom Jean-Claude Robinho, comme je l'avais dit dans la vidéo sur les pires brésiliens. Donc franchement, voilà, deux gros flops. Je m'attarde pas dessus. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus, hein, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Mais ouais, franchement, ces deux joueurs, je m'en rappelle, ça avait fait beaucoup de bruit. Au final, ils ont absolument rien apporté. Voilà, dommage. Autre Brésilien qui a un peu floppé du côté, enfin même beaucoup floppé du côté du PSG, Alex Dias. Il joue à Saint-Etienne, mais malheureusement Saint-Etienne va connaître la D2 et n'est pas capable de pouvoir garder Alex Dias. Pourtant il se sentait vraiment bien
À Saint-Etienne, il voulait pas forcément partir, mais voilà, enfin, jouer en D2, c'était clairement pas possible. Et il se retrouve du coup au PSG, et même Aloisio, d'ailleurs, son coéquipier, va le rejoindre. Aloisio aurait pu faire partie de cette liste. Moi, je le considère pas forcément comme un flop. Peut-être que d'autres vont le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous considérez Aloisio comme un flop. Moi, je trouve que ça allait plutôt, mais Alex Diaz, clairement, ça en est un. La concurrence était peut-être un peu rude pour lui, mais franchement, on pouvait quand même attendre mieux parce que du côté de Saint-Etienne, il était vraiment pas mauvais. Et ça a été plus que compliqué. Il a pas réussi à s'imposer. Et au bout d'un an, il est prêté. Et voilà, malheureusement, Alex Diaz, il aura vraiment pas marqué d'histoire du PSG. Alors qu'il faisait les beaux jours de Newcastle, Yohan Cabaye arrive au PSG lors du mercato hivernal 2014. Pas forcément pour apporter une sorte de concurrence avec Matuidi, Mota et Verratti, pardon, mais vraiment voilà, pour être le quatrième homme où quand il y en a un qui doit se reposer, quand il y en a un qui est pas là, qui est suspendu notamment ou peut-être blessé, on savait que Mota avait quelques problèmes, notamment des fois de blessures. On se disait que Yohan Cabaye pourrait vraiment être l'homme de la situation et voilà, permettre à ne pas trop souffrir quand l'un des trois n'est pas là, car c'était vraiment un milieu très important. D'ailleurs, je trouve que ce milieu n'a toujours pas été remplacé dans le PSG actuel. Vraiment, c'est compliqué. Et voilà, Yohan Cabaye, il arrive vraiment où il est vraiment plutôt en forme. Du côté de Newcastle, ça se passe bien. Il est en équipe de France. On se dit qu'il va forcément apporter par son expérience. Il connaît la Ligue 1. On l'avait vu du côté du LOSC où il avait vraiment fait de bonnes choses. Mais en fait, ça se passe pas bien du tout du côté du PSG. Franchement, il a vraiment beaucoup de mal. On sait que le contexte parisien est un peu particulier et il a du mal à s'imposer. C'est vraiment compliqué pour lui et malheureusement, Yohan Cabaye, au bout d'un an et demi, il va partir du côté de Crystal Palace. Il laissera vraiment pas un très bon souvenir. Moi, je le vois vraiment comme un gros flop. Je m'attendais vraiment à ce qu'il apporte quelque chose. Alors, pas qu'il devienne titulaire, comme je l'ai expliqué, parce que le trio paraissait indéboulonnable. Mais on pouvait quand même s'attendre à mieux du côté de Yohan Cabaye et franchement, ça a été plus que compliqué. Autre numéro 6 qu'on pouvait attendre vraiment beaucoup, c'est Grzegorz Krychowiak. On l'a vu du côté de Reims où il avait vraiment été très très bon et on l'a vu du côté de Séville où franchement il a vraiment brillé, il a gagné des Europa League avec un certain Unai Emery. Et quand ce dernier arrive du côté du club de la capitale, forcément il vient avec dans ses bagages Krychowiak. Krychowiak qui est recruté, en plus Mota commence à être un peu vieillissant, donc on se dit que c'est vraiment une bonne idée d'avoir Krychowiak en backup et qui va prendre au fil du temps sa place. Sauf que Krychowiak va vraiment passer complètement à côté de ses matchs, franchement il va être assez désastreux. Moi j'explique toujours pas comment Krychowiak peut être aussi nul au PSG, à part une certaine pression peut-être. Mais franchement, moi j'attendais vraiment énormément de Krychowiak et c'est vraiment une de mes plus grosses déceptions. Moi je trouvais que depuis que le Qatar est au PSG, c'était une des meilleures idées de recrutement et franchement ça a été assez chaotique et j'ai du mal à l'expliquer. Donc ouais, franchement Krychowiak, vraiment grosse déception. Il va partir en prêt au bout d'un an du côté de West Brom et après il va partir du côté du Lokomotiv Moscou et il va rester après au Lokomotiv et maintenant il appartient toujours au club russe, je crois de mémoire, mais il est prêté en Arabie Saoudite, donc vraiment gros flop ce Krychowiak et ouais, franchement moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit un super joueur, je l'ai déjà dit, mais vraiment je suis très déçu de ce qu'a pu proposer Krychowiak du côté du club de la capitale. On va rester dans la lignée des milieux, lui c'était peut-être un peu plus logique, mais Stambouli, franchement, il laissera pas une trace indélébile du côté du club de la capitale. Après quelques bonnes saisons à Montpellier, il part en 2014 du côté de Tottenham, et un an après, à Tottenham, il fait le boulot sans non plus être forcément transcendant, mais moi je le considère pas forcément comme un flop, après je suis pas le plus grand suiveur de Tottenham, mais de mémoire, je n'ai pas l'impression que c'était forcément un gros échec du côté du club londonien. PSG décide de le recruter pour voilà pour remplacer Yohan Cabaye qui est parti. Il prend son numéro, le numéro 4, mais c'est plus que compliqué, franchement. S'il apporte pas grand chose, quand il rentre, il est vraiment en dessous des trois autres, qui étaient certes indispensables, mais quand même il aurait pu apporter quelque chose. Et ouais, Stambouli va partir au bout d'un an, car franchement il a clairement pas le niveau. Et il va partir du côté de Schalke, où il va alterner le bon et le moins bon, même si le club après en 2021 va un peu couler. Et là aujourd'hui, il est parti après en 2021 en Turquie, donc franchement Stambouli, on pouvait peut-être s'attendre à mieux. Même si, moi à l'époque, quand il part de Montpellier, certes c'était un bon joueur, mais de voir Tottenham miser dessus, ça m'avait déjà surpris. Donc de voir le PSG derrière, voilà, miser dessus, même si c'est vrai que c'est un joueur français, et c'est bien d'avoir des joueurs qui ont été formés par rapport au règlement en France, mais bon, ça n'a pas été ça, et malheureusement... ouais, c'était vraiment un gros flop. Lui aussi a été formé au LOSC, Lucas Digne avait vraiment fait de belles choses et le PSG décide de recruter le latéral gauche français pour suppléer Maxwell qui est en place, qui est clairement au niveau, sauf que en fait le problème c'est qu'on l'a pris vraiment pour être le remplaçant, il n'y a pas vraiment de concurrence installée et pour un jeune joueur comme Lucas Digne, je pense que c'était pas forcément le meilleur choix sportif.
Je comprends un peu l'idée du PSG d'avoir recruté Lucas Digne, car il était prometteur, mais ça a clairement mis des bâtons dans les roues de Lucas Digne. Et il n'arrivera pas forcément à être bon. Il va partir 2 ans après du côté de l'AS Roma en prêt, où Rudy Garcia va beaucoup l'utiliser. Il le connaissait d'ailleurs du LOSC, et vraiment il va être bien meilleur du côté de l'AS Roma. Après une saison à l'AS Roma, il va du coup être recruté par le Barça, où ça va pas forcément bien se passer non plus. Je suis en train de me rendre compte que franchement, à la carrière de Lucas Digne, il aurait pu être bien meilleur. Les choix n'ont pas forcément été les bons, même si ça reste un très bon joueur, qu'il a fait des belles choses en équipe de France. J'ai toujours trouvé qu'on était un peu dur avec Lucas Digne, on disait oh pourquoi on sélectionne Lucas Digne, mais franchement Lucas Digne en équipe de France, il n'y a pas beaucoup de mauvais matchs. Donc ouais, Lucas Digne, voilà, grosse déception. Encore une fois, c'est pas forcément de sa faute. C'était plus vraiment Maxwell qui était au-dessus, et je trouve que Digne, quand il a joué, il a pas forcément été bon, et c'était pas forcément le meilleur contexte pour lui. On va remettre 2 joueurs ensemble, et Carlos Bueno et Christian Rodriguez, clairement, on les met ensemble, car ils viennent tous les deux de Peñarol en 2005. Christian Rodriguez avait 20 ans, Carlos Bueno en avait 25, et il y a clairement eu un conflit entre Peñarol et Carlos Bueno. D'ailleurs, il avait été suspendu quelques matchs par la FIFA, car le transfert avait été, n'était pas forcément homologué, et était un peu contre le règlement. Et Christian Rodriguez, donc lui, c'était beaucoup plus clean. Et en plus de ça, Carlos Bueno, franchement, il va rien apporter. Le temps de jeu va être très famélique. Il va disputer que 16 matchs, il va marquer que 2 buts, parce qu'en concurrence, il a un certain Pedro Miguel Paoletta, qui était un de mes joueurs préférés. J'adorais complètement ce joueur. Donc forcément, c'est un peu dur, et au bout de 1 an, il va être prêté 1 an au Portugal, au Sporting. Après, il va partir du côté de Boca Juniors. Et l'année d'après, il va retourner à Peñarol. Donc au final, tous ces problèmes de transfert pour retourner à la case départ. Après, il a eu une carrière où il est parti un peu partout, je crois avoir vu de mémoire. Voilà pour Carlos Bueno. Et Christian Rodriguez, lui, ça a été plus compliqué. Ça a été compliqué aussi, mais ça s'explique un peu plus déjà par rapport à son âge. Être un Uruguayen de 20 ans et arriver comme ça dans le club de la capitale, c'est pas forcément idéal. Lui, il va rester 2 saisons, il va quand même disputer 50 matchs, mais il va marquer que 3 buts. Après, on verra dans le suite de sa carrière que c'était pas forcément un grand buteur, Christian Rodriguez, mais pour le coup, lui a eu plutôt une belle carrière derrière. Il a été à Benfica 1 an en 2007. Après être parti du côté de Porto, où à Porto il a vraiment montré plutôt son talent, et à l'Atlético de Madrid, ça s'est vraiment bien passé pour lui également, donc voilà. Christian Rodriguez, je le mets avec Carlos Bueno. Je comprends si vous dites que c'est dur et que vous le mettez pas en flop. Moi je le mets quand même dedans, mais ouais, lui ça s'explique quand même un peu plus que Carlos Bueno, lui. En fait c'est surtout avec le contexte, avec tous les problématiques qu'il y a eu par rapport au transfert et par rapport au conflit qu'il y a eu avec le club de Peñarol, tout ça pour ça en fait. Je trouve que ça marque vraiment cette empreinte, et ça marque vraiment que ouais, il mérite cette étiquette de flop pour moi. Pour le 11e joueur, lui, on est obligé de le mettre Apoula Edel. Apoula, franchement, c'était du très haut niveau. Entre les problèmes d'âge, les problèmes d'identité, finalement, il s'appellerait peut-être pas Apoula Edel. Les bourdes, les casquettes. Je me rappelle que je jouais au foot à cette époque, et dès qu'un gardien faisait une bourde, on me disait il a fait une Edel. Enfin, franchement, c'est dur. Bon, j'avais déjà entendu avant, il a fait une Letizy quand il ratait les sorties, mais franchement, ouais, c'est Apoula Edel, franchement, je crois que c'est un joueur qui nous a marqué, mais pas forcément dans le bon sens. Et ouais, c'est très compliqué pour Edel. Et d'ailleurs, les gardiens de but à Paris, ça n'a pas toujours été très simple. Car Michael Landreau, du côté du PSG, moi j'en retiens que des boulettes. Alors je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui disent que mettre Landreau en flop, c'est assez dur du côté du PSG, donc je l'entends totalement. Franchement, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit impérial, qu'il soit très bon, même si c'est vrai qu'il arrive dans un PSG qui est vraiment en difficulté, où c'est très compliqué, voilà, de s'imposer comme gardien. Il n'a pas forcément la défense adéquate devant. C'est peut-être dur de le qualifier comme flop, et je l'entends entièrement si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Mais franchement, quand on voit ces 10 ans du côté du FC Nantes, où il était énorme, il a connu des sélections en équipe de France, on pouvait s'attendre vraiment à un meilleur Michael Landreau, et il a quand même fait quelques bourdes. Landreau, je n'étais pas convaincu. Par contre, après, il est parti au LOSC, où ça s'est vraiment beaucoup mieux passé, où il devient après champion de France avec le LOSC en 2011. Mais ouais, Landreau, moi, c'est un joueur que j'adorais, mais ouais, je trouve qu'au PSG, franchement, son passage est pas fou. Hakan Yakin a joué 0 match au PSG, tout simplement. Je pense que les Parisiens connaissent un peu cette histoire, mais Hakan Yakin arrive en provenance de Suisse, en l'occurrence au FC Bâle, où il fait vraiment des très bonnes saisons, et pour remplacer Ronaldinho qui part du côté de la Catalogne, on se dit que Yakin, c'est vraiment le joueur parfait pour remplacer Ronaldinho, sauf que, en fait, il arrive, il a une blessure au genou, lui, il veut faire sa convalescence du côté de la Suisse. Le Parisien refuse catégoriquement, et en fait, le joueur ne va pas du tout vouloir écouter les exigences du club parisien, donc le club parisien va tout simplement annuler son transfert, donc Yakin va se retrouver
sans club, il va devoir se blesser sans être en club. Il va partir après du côté Stuttgart où ça va être très compliqué. Et il va se relancer après, où ça va aller un peu mieux 2 ans après, du côté notamment de Grasshopper, je crois, de mémoire. Non, des Young Boys de Berne, pardon, des Young Boys de Berne, où ça va aller beaucoup mieux. Mais ouais, c'est... ouais, Yakin, franchement, cette histoire, je m'en rappelle, alors j'avais 11-12 ans, mais ça m'avait marqué. Et vu que Yakin, ça se fait pas, eh ben ils vont décider de se mettre sur Branko Boskovic, et ça va pas forcément être une belle réussite. C'est un souhait de Vajda Ilodic de prendre Boskovic, le monténégrin, qui avait vraiment fait de très belles choses du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et donc il veut l'installer en numéro 10 lors de la saison 2003-2004, où il va connaître 20 apparitions, mais ça va franchement pas être du grand niveau. Il était plutôt connu pour être vif et technique, mais franchement, c'est pas vraiment ce qu'on a vu du côté du PSG. Et la saison d'après, il va être barré parce qu'on va vouloir le faire jouer sur un côté, donc il va être barré par Jérôme Bretagne ou également Fabrice Pancrate. Et donc dès la fin de cette deuxième saison, d'ailleurs, il se retrouve à jouer en réserve notamment parce que Laurent Fournier ne compte pas sur lui. Et il va être prêté 1 an après à l'Estac avant de partir au Rapide de Vienne. Donc vraiment, Boskovic, on pouvait s'attendre vraiment à mieux, mais ça a vraiment été une grosse déception. Après avoir mis un triplé contre le PSG avec le CSKA Moscou en Coupe d'Europe, le PSG se dit que recruter Sergei Semak est une très bonne idée. Malheureusement, recruter un joueur qui a vraiment été très bon contre soi, je pense que Olas peut en témoigner avec Bertrand Traoré, où il a été énorme avec l'Ajax, alors là c'était plus compliqué. C'est pas forcément une bonne idée. 31 matchs, seulement un petit but, et franchement, Semak, j'ai toujours pas compris pourquoi il a été recruté. Il va retourner à Moscou, pas au CSKA, dans l'autre club de Moscou, et ouais, Sergei Semak, ouais, je pense que ça restera gravé dans les grands flops de l'histoire du PSG. Gonçalo Guedes était vraiment vu comme un gros prospect du côté de Benfica. Benfica, on les connaît, ils sont capables de former vraiment des excellents joueurs. Le PSG décide de le recruter au mercato hivernal pour 30 millions d'euros, même si c'est pour la rotation. On peut quand même attendre, vu le prix du transfert, à des rentrées et à vraiment des bonnes prestations de la part de Guedes, sauf que ça va pas être le cas. Il va jouer que 13 matchs, où il va marquer qu'un petit but, et 6 mois après, donc au mercato estival 2017-2018, le joueur décide de recruter 2 petits joueurs, un certain Neymar et un certain Mbappé, je sais pas trop ce qu'ils sont devenus, mais trêve de plaisanterie. Donc forcément, Guedes est vraiment barré, et il va être prêté du coup à Valence, et il va signer définitivement à Valence l'année d'après. Ça peut être dur de le considérer comme un flop, mais moi vu que je le connaissais pas forcément beaucoup, pour être tout à fait honnête, j'en attendais beaucoup vu le prix du transfert. Même si 30 millions, c'est vrai que quand on voit maintenant les standards de la première ligue, on peut se dire que 30 millions c'est rien, mais ça reste une somme quand même correcte, même pour le PSG. Et on pouvait s'attendre à quelque chose de mieux, au final, ça a été compliqué, et là aujourd'hui il est prêté par Benfica, parce qu'il est retourné à Benfica après Valence, il est prêté à Wolverhampton, où voilà, il a un peu de temps de jeu, mais c'est pour moi une grosse déception, surtout, peut-être plus une grosse déception qu'un flop. Là, c'est un Diarra, joueur qu'on ne présente pas, 2 bonnes saisons du côté de Chelsea. Il part chez l'ennemi londonien, enfin je sais pas si c'est vraiment un ennemi, mais voilà, vous m'avez compris. Du côté d'Arsenal, où il va faire 6 petits mois, ça va pas forcément bien se passer, il va partir à Portsmouth. Et après une saison à Portsmouth, il va signer au Real Madrid avec ce fameux maillot Floquelas. Et là, il va vraiment être très très bon, je trouve qu'il a vraiment été excellent du côté du Real Madrid. Moi, c'est un joueur que j'adorais là, c'est un Diarra, pour être honnête. Et après ça, il va partir, parce que la Saint-Diarra, pour le coup, était plutôt attiré par l'argent, on va pas se mentir. Il part du côté de l'Anzi Makashkala, qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une très bonne vidéo. Faudrait que je me le note, parce que je viens d'y penser. Où il y avait vraiment des joueurs assez fous du côté de l'Anzi Makashkala, je pense que ça vaut le coup de faire une vidéo dessus, bref. Et après 1 an à l'Anzi et 1 an au Lokomotiv Moscou, il va rejoindre l'OM, où il va tout simplement renaître, il va être excellent. Je me rappelle du Lassin Adjara de l'OM, il était vraiment trop fort. D'ailleurs, ça lui a valu quelques sélections en équipe de France. Il en avait déjà eu, mais il est revenu grâce à ses prestations. Et à la surprise générale, il va quitter l'Olympique de Marseille pour aller aux Émirats Arabes Unis, donc encore une fois, le projet sportif. Et après ce petit passage aux Émirats Arabes Unis, le PSG pense que c'est une bonne idée de le signer, alors que on pensait qu'il était un peu sur le déclin, donc c'est assez surprenant de le voir revenir, et ça va être complètement raté, il va vraiment rien apporter. 19 petits matchs, ils vont en jouer une petite dizaine sous Unai Emery. Il va y avoir en plus un changement d'entraîneur derrière, et Thomas Tuchel va le mettre titulaire en trophée des champions. On se dit que peut-être qu'il va y avoir de la confiance, sauf que non, Tuchel ne va pas forcément le faire jouer. Et Diarra va prendre sa retraite derrière cette expérience, donc franchement, gros flop, cela, c'est un Diarra au PSG. Je vais me confesser, mais quand il explose avec la Castilla en 2011 de mémoire, je crois que c'est en 2011 où il fait une saison assez folle niveau statistique,
Je crois vraiment beaucoup en Ressé. Au Real Madrid, après, c'est un peu plus compliqué, les stats sont pas forcément bonnes, les entrées en jeu non plus, mais je me dis que c'est un peu la concurrence, avec Cristiano Ronaldo notamment, pour ne citer que lui, et que voilà, la concurrence lui fait de l'ombre. On se rappelle du Real Madrid qui était vraiment très fort à cette époque-là. Et je me dis que voilà, recruter Ressé, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Du côté du PSG, bon, 25 millions, faut pas déconner non plus, hein, soyons sérieux. Mais je me dis pourquoi pas. Et en fait, non, c'était, voilà, on n'a pas forcément bien senti, on a bien forcément perçu le joueur. C'est complètement chaotique, hein, voilà, souvent surpoids, souvent blessé, se met à faire du reggaeton, les prêts ne sont pas forcément bons. Enfin voilà, Ressé, vraie catastrophe, là aujourd'hui, il a la Sampdoria qui joue le maintien en Serie A, donc franchement, ouais, gros flop ce Ressé. Gros flop. Et une de mes plus grosses erreurs de jugement, vraiment, honnêtement... j'assume totalement quand je me trompe. Là, pour le coup, Ressé, moi je croyais en lui, c'était catastrophique. Comme Makeda d'ailleurs. Bon, on arrête là parce que sinon je vais me décrédibiliser. L'avant-dernier joueur de cette liste, lui, il a été recruté par le QSI vraiment au début qu'ils sont arrivés. C'était vraiment un joueur qui devait importer son expérience. On l'avait vu du côté de Fenerbahçe, également de la sélection uruguayenne, où il était vraiment plutôt bon, et on se disait que Diego Lugano, ce serait vraiment une bonne chose de le recruter. Et il apporterait de l'expérience, mais ça a été plus que compliqué. Je le vois, moi, avoir beaucoup d'excès d'agressivité, des petites erreurs de placement, et surtout, ce qui était marquant, c'est sa lenteur. Qu'est-ce qu'il était lent. Et on voit vraiment qu'il est complètement dépassé au final. Et les dirigeants parisiens s'en rendent compte vraiment rapidement, car ils recrutent assez rapidement Alex et Thiago Silva par la suite. Et Lugano va donc être complètement barré, sachant qu'il y avait encore Mamadou Sakho. Donc ouais, très compliqué pour Lugano, et ouais, gros flop pour moi. Et le dernier joueur est également un des premiers noms du projet QSI, c'est Momo Sissoko. Momo Sissoko qui avait une réputation d'être un joueur vraiment robuste du côté de la Serie A, qui montrait plutôt des belles choses du côté de la Juve. Et Leonardo, qui voilà connaissait bien la Serie A, le recrute pour 8 millions d'euros. On se dit que Momo Sissoko va peut-être permettre à ce club de passer un gap supplémentaire. Et en fait, le problème, c'est qu'il a... Alors déjà, moi, j'ai jamais été un grand fan de Momo Sissoko, pour être tout à fait honnête. Et il a enchaîné beaucoup de blessures. Et voilà, il a jamais réussi à apporter quelque chose du côté du PSG, à part avoir quelques cartons rouges. Hein. Et voilà, Momo Sissoko, ça a été plus que compliqué. Et clairement, ça a été une belle erreur de jugement de la part de Leonardo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer, comme d'habitude. J'ai oublié de vous dire deux trucs. Quand je parle de flop, je vous parle pas forcément de joueurs mauvais. Hein. C'est plus voilà l'importance du contexte. C'est sûr que voilà il y a des joueurs qui arrivent dans des clubs qui sont forcément bons et quand ils arrivent dans un club c'est plus compliqué. Donc voilà, ce que je dis c'est pas qu'ils étaient nuls, hein. Surtout pas. Hein. C'est vraiment que c'est des joueurs qui voilà n'avaient pas forcément peut-être les capacités à être au Paris Saint-Germain ou une capacité d'adaptation à s'acclimater au championnat de France ou au PSG. Et deuxième petit point, vous avez bien remarqué, il n'y a pas Mathea Kezman, parce que j'en ai parlé dans la vidéo des stars de Ligue 1 il y a quelques semaines. Donc voilà, je voulais pas faire quelque chose que j'avais déjà dit. Donc voilà, en tout cas si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, encore merci pour le soutien. N'hésitez pas à partager autour de vous si ça vous plaît, si vous aimez beaucoup la chaîne. On se retrouve très rapidement, la prochaine vidéo va être sur Lionel Messi. Ça va être une vidéo que j'ai pas faite beaucoup, je crois. Bon en fait j'ai envie de vous donner un avis sur Lionel Messi. Ça va être un avis construit, hein. Ça va pas être un avis de haters. Je suis un fan de Messi, donc je vais pas taper dessus, mais voilà, j'ai besoin de discuter avec vous sur Messi parce que j'ai un avis qui me paraît un peu opposé à de ce que je vois et voilà, j'ai envie d'en parler. Donc j'espère que ça vous plaira, elle sortira fin de semaine, donc j'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère qu'on aura l'occasion d'en échanger. Mais c'est le but de cette vidéo, voilà, savoir si vous pensez que mon avis, vous êtes d'accord avec mon avis ou si vous avez d'autres choses à ajouter. J'espère vraiment que ça va être quelque chose qui va vous plaire. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!